DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Depuis vendredi, il sait qu'on peut faire beaucoup de choses en 3 minutes, comme se faire exclure. Bonjour Frédéric Bloss. Bonjour, et il n'y a pas que se faire exclure qu'on peut faire en 3 minutes. Il est comme la défense de l'Union, parfaitement intraitable. Salut Stéphane Lecaillan. Salut tout le monde. Il a pris la roue de Remco Evenepoel ce dimanche. Salut Romain van der Pluijm. Salut. Et aujourd'hui, c'est notre Kanaté à nous, c'est le plus petit de la classe, mais il a la classe. Salut Louis Janssen. Salut. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. 1, 2, 3, Anderlecht, 3e victoire de rang. Romain, 9 sur 9 en championnat. Anderlecht est aussi 3e du classement. Et est-ce que le Sporting est justement à sa place ? C'est l'objet de notre premier débat. Anderlecht champion, hein. Non, c'est bon, je déconne. Mais non, plus sérieusement, ouais, ils sont pour le moment, je pense, à leur place. C'est dur à dire parce que derrière, en fait, ça reste assez serré. Anderlecht n'a pas été brillant, mais ils n'ont pas démérité pour autant. La victoire contre Bruges, elle était là. Contre Malines, ils étaient au-dessus. Et ici, ils ont eu la chance de faire tourner le match. Donc, une place sur le podium méritée. Mais je pense, c'est un peu dur ce que je vais dire sur la Pro League, mais au vu de la faiblesse du reste du championnat aussi. Ça, on a un peu l'impression qu'ils sont 3e par défaut. Juste un petit coup d'œil quand même au classement. À la fin de ce premier tour, l'Union est à 36 points, Bruges à 32 et ensuite on a Anderlecht à 28 avec la surprenante équipe de Saint-Tron à 27 et derrière ça suit avec Malines 24 et la Gantoise 22. Voilà pour le top 6. Fred, un petit peu un 3e par défaut parce que c'est vrai qu'on voit pas Genk qui généralement navigue dans ces eaux-là, la Gantoise, voire l'Antwerp, même si c'est compliqué pour eux, ils viennent de changer de coach. Oui, c'est un peu un 3e par défaut. La saison passée, il y avait 3 équipes, en tout cas juste avant les Champions Playoffs, qui se détachaient. C'était l'Union, Bruges et Genk. Je suis quand même étonné de voir que Genk a quand même du mal à reprendre un peu son statut de la saison dernière. Il faut croire que manifestement les Champions Playoffs de la saison passée sont encore dans les têtes. Et donc oui, c'est un peu une place par défaut pour Anderlecht qui est encore un cran en dessous a priori de Bruges et l'Union, mais Anderlecht a quand même montré qu'il était capable de battre Bruges et il montrera peut-être qu'il est capable de battre l'Union dimanche. On ne sait jamais, ils sont quand même sur une dynamique positive, au moins dans les résultats. Certes, c'était pas brillant à la Louvière dimanche, mais ils ont gagné et ça reste quand même ça l'essentiel en phase régulière. Louis ? Ouais, à leur place, ils sont à leur place. Par rapport à l'année dernière, ils ont 2 points de plus au même stade. Donc le but de Kanaté fait juste basculer la chose. Dans une analogie que Yves aimera bien, on peut dire que c'est un peu le Remco par rapport aux deux autres grands, donc Vingegaard et Pogačar. Ils sont juste un peu en dessous. Ça pourrait changer s'ils obtiennent un résultat ce week-end. On verra. Stéphane, tu les trouves aussi à leur place finalement ? Oui, pour moi, ils sont les premiers du reste de la classe. Il y en a quand même 2 qui se détachent. Pour rejoindre ce que disait Fred, tu disais il y en avait 3 avant les playoffs, mais finalement il y en avait même 3 en playoffs aussi. Ou même en playoffs, il y a des matchs qui avaient été perdus par Gand, par Au bout de 2 journées, on avait compris que c'était les playoffs à 3. De manière, très... Un bis, quoi. Oui, sur des scores très larges pour les playoffs. Genk n'y est plus. Donc il y a une place et clairement, pour rebondir, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire contre l'Union. Ce qu'ils ont fait contre Bruges montre qu'ils sont quand même prêts à franchir peut-être un palier dans leur tête. Maintenant, j'ai pas non plus perdu de vue que le 11 qui a fini le match ici, par exemple, je pense qu'il y avait 8 joueurs qui étaient U23. Donc ça reste quand même un critère. Il faudra voir sur la continuité, la constance. Ce sera le problème de cette saison, hein. C'est clair, c'est qu'ils ont fait le choix de la jeunesse pour des questions de pognon. On va être très franc, parce que ils voulaient trancher fort avec l'esprit Fredberg qui amenait des mecs avec des plus gros contrats, qui coûtaient un peu plus d'argent, etc. Ici, les contrats sont plafonnés. C'est pour ça que pas mal de prolongations traînent un petit peu. Parce qu'Olivier Renard l'a encore dit dans une interview de ce week-end que je vous invite à lire, parce qu'il fait vraiment le point un petit peu sur la situation d'Anderlecht. Donc c'est très intéressant. Celle qui traîne, Kozeman, Storgan, Rivers Karen, pour différentes raisons à chaque fois. Et souvent, pour la même raison, c'est qu'ils avaient un contrat X, disons 1 million pour faire quelque chose, et là on leur propose peut-être 700 000 en disant oui, en fait les nouvelles normes Anderlechtoises, c'est plus le million, c'est en dessous, donc il faut s'y adapter. Donc c'est clair que ça aura un impact sur le fait que cette équipe va parfois avoir des hauts et des bas. On l'a vu, des bêtes cartes rouges, des résultats où ils sont pas dedans, des matchs
top puis des matchs complètement pourris. Je crois que ça va être ça Anderlecht en fait cette saison, et ce qui me fait dire qu'en fait ça va être très difficile de concurrencer de devant où il y a beaucoup plus de stabilité. Oui, et c'est sûr, pour rebondir sur ta question, si tu la poses, c'est aussi parce qu'on est tous d'avis que même les matchs top, il n'y en a pas eu des tonnes. Il y a quand même beaucoup de matchs moyens où ils s'en sortent, qui reflètent le niveau de la Pro League. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de quand même de grandir dans leur foot sur la saison? Moi, c'est la question. Et à la fois, je me dis que je vois pas ça comme mission impossible face à l'Union, parce qu'en fait, et on reviendra sur l'Union qui surperforme à beaucoup de niveaux, et surtout le fait qu'Anderlecht est arrivé souvent à se transcender dans son stade. On l'a vu contre Bruges, j'en discutais hier avec certaines personnes, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. La dernière fois tu y étais, c'était l'Union en play-off, pas l'année passée, l'année d'avant. Souviens-toi quand Anderlecht pensait qu'ils allaient pouvoir se battre pour le titre, et où on avait l'impression d'avoir à l'autopark en apnée pendant 20 minutes. On s'était vraiment bien amusé. Anderlecht gagne, c'est où Torgan Hazard se fait les croiser, souvenez-vous. Et on a revu cette ambiance-là, cette ferveur contre Bruges, et ça me fait dire qu'il y aura un truc spécial dans le stade et qu'Anderlecht pourra être pris par son public, et ça pourrait faire une petite différence. La qualité, on y repassera. Il y a juste un point quand même où j'aimerais bien être positif, parce que j'ai même pas pu le mettre dans mon analyse tellement on a dû tout changer à la 91e minute, donc c'était un peu le bazar. C'est que la défense d'Anderlecht est au top pour le moment. Il faut être très positif avec eux. Ils changent Sardella au dernier moment en le mettant défenseur central. On avait une moyenne, je crois que Christophe Franken nous a donné les chiffres, sous le 1m80 de moyenne pour ta défense, en prenant Kozemans même dedans. Et pourtant, ils ont fait le taf, ils ont quasi rien laissé passer. On voyait des automatismes, ils ont bien sorti le ballon. Donc voilà, les automatismes défensifs. Et je pense que ça, c'est chapeau Edouard Steele, parce que c'est lui qui s'occupe principalement de l'aspect défensif et l'organisation de son équipe. Et ça, Anderlecht est vraiment à passer un cran par rapport à il y a 2 mois. Après, il passera un autre test face à l'Union. C'est pas du tout les mêmes attaquants que la RAL aussi. Ce sera révélateur aussi, finalement, Fred, ce derby pour les ambitions d'Anderlecht. On a l'impression que ça peut être un peu un match bascule dans leur saison. Ça peut être un match bascule, comme l'a peut-être déjà été la victoire contre Bruges, où là ils avaient quand même montré un visage assez séduisant. Donc ça peut être un match bascule, mais comme dit Romain, après on sait comment ce sera la saison d'Anderlecht. Il y a des nouvelles normes, ça doit fonctionner avec un jeune noyau. Il faut croire quand même que le changement de direction, ça peut avoir parfois une petite influence. Et Romain, il faisait référence. Olivier Renard a donné une interview cette semaine. Il a glissé, comme il sait le faire, l'une ou l'autre pique à la Renard. Et c'est aussi une manière de montrer que tout le monde tire dans le même sens. Donc, le match contre l'Union peut être un révélateur, mais je ne sais pas si ça doit être pour autant un moment de bascule dans une saison. Louis ? Ouais, ça peut être un moment de bascule, mais aussi pour la défense. Donc on a parlé de la défense. Faudra voir quelle défense il aligne contre l'Union, qui a vraiment 3 attaquants qui marquent. Saliba sera absent. Il y aura quand même, par exemple contre Bruges. Bruges avait le match contre le Barça dans les jambes. Ça a fait une grosse différence. Ici, ils vont à Galatasaray, donc il y aura aussi ce déplacement-là. Ouais, la RAL, c'est pas la meilleure attaque. Oui. Ouais, donc on verra. Ouais, il faudra suivre ça avec attention, messieurs. Un petit mot quand même sur Kanaté, buteur improbable de la tête. Je pense que quand Besnikazi le fait rentrer, il se dit en profondeur, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. C'était pour les centres, c'était pour mettre des têtes. Presque Kanaté l'a fait, quand même. Il a failli s'offrir un doublé au bout du temps additionnel. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie de ces histoires des fois improbables dans une saison. Et l'histoire est complètement improbable pour tout. En fait, c'est que ça fait double changement gagnant, même triple, parce que Struikens fait aussi la différence. Et en fait, on a l'impression que Besnikazi est un génie, alors que, oui, c'est logique, c'est un changement très logique. Mais faire confiance à Kanaté à ce moment-là, ça montre quand même qu'il a envie d'envoyer un signal aux gamins. On rappelle, il est arrivé d'Afrique il y a 8 mois maintenant, sans aucune notion de ce qu'était le football européen, etc. Il a pris le temps d'évoluer, il est arrivé en plein hiver. Vous savez ce que ça c'est pour un jeune Africain de débarquer ici en hiver, dans une nouvelle culture, des nouvelles conditions, etc. Et il a eu la grande malchance, c'est qu'il prend la rouge face à Haken. Il sait qu'il coûte peut-être une partie de l'Europe à son club. Et là, il a une sorte de mini-descente, pas aux enfers, parce qu'on va pas aller... mais il est retombé en U23. Il a dû se refaire une place. Il est toujours entre les U23 et l'équipe A. C'est s'il y a de la place pour Kanaté, on le prend avec. Donc la situation n'est pas facile pour lui. Et pourtant, visiblement, il bosse, il est présent, il est discret, il fait pas aller sa gueule. Et il est récompensé là. Donc vraiment bien joué. Et oui, clairement, il montait pour amener de la vitesse, de la profondeur et faire un peu mal à l'Union dans son dos. Et lui, il a marqué contrairement au Standard.
pourquoi le Standard marque si peu? C'est un vaste débat. Les données chiffrées déjà de ce match joué durant 70 minutes en supériorité numérique, 71% de possession, c'est un record dans la saison du Standard. Autre record, les fameux expected goals, cher à Romain. J'en ai qui sont préparés, ne vous inquiétez pas. 2,47 sur cette rencontre. Fred, c'est vrai que vendredi soir, il y avait du spectacle sur nos écrans, mais c'était plus en Coupe Davis, c'était pas forcément à se classer en Jupiler Pro League. Oui. Tu le dis, ils ont joué à 11 contre 10 pendant 70 minutes. Cette fois au moins, ils n'auront pas de raison de se plaindre de l'arbitrage. Et ils ne savent pas marquer un but. C'est l'histoire du Standard cette saison, et pas seulement cette saison, même déjà les saisons précédentes. Ils ont une difficulté à concrétiser des occasions. Ils ont parfois même une difficulté à amener le ballon dans le rectangle, parce qu'on voit qu'il manque toujours cette dernière passe qui est décisive, ou cette avant-dernière passe qui permet de faire la différence dans le dernier tiers adverse, cher à Vincent Evrard. Il sait que c'est là le souci, et Vincent Evrard répète qu'il doit tout faire pour améliorer la qualité collective. Je pense qu'il y a aussi un manque de qualité individuelle. Oui, mais là, il y a eu des occasions. Tu vois, ce match-ci, 2,4 buts attendus, ça veut dire que la balle est arrivée chez les attaquants. Moi, ce qui m'a plus choqué quand j'ai regardé les images, Thomas Henry, qui est pourtant un attaquant que j'apprécie énormément, je trouve que c'est vraiment un bon attaquant de Pro League, cette tête qui met pas, ça je comprends pas. Et pour revenir à Medata, depuis le début de la saison, en fait, le Standard marque 5 buts de moins que ce qui est prévu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est très caricatural. Ils ont les occasions, mais ils n'ont pas la finition. Voilà, ils amènent le ballon dans la bonne zone, en tout cas des zones qui peuvent créer des buts, mais ils n'arrivent pas à les mettre dedans. Et parce que, en termes de pourcentage, je pense que tu es à un souplu, je sais pas comment dire, mais de 20% quasi. Donc un c'est déficit de 20% qui est quand même important. C'est énorme en fait. Quand tu mets ça en pourcentage, c'est gigantesque sur la saison. Donc c'est la preuve que c'est devant qu'il y a vraiment un souci. Mais ceci dit, on peut pas dire que ça crée énormément d'occasions non plus. Non, bien sûr. Mais j'ai regardé aussi, ils auraient dû en marquer 18 au lieu des 13. Voilà. Et en 18 et 13, c'est une différence énorme. C'est pas comme entre 30 et 35, bon, ça fait 5, mais une différence qui est proportionnellement plus. Parce que j'ai 20%, mais c'est même 22-23%. Voilà, donc on en attendrait plus. Mais là, moi, je vais revenir sur Thomas Henry, sans juste blâmer son raté, mais j'attends plus de lui sur l'ensemble de cette première moitié de saison. C'est quand même un joueur qu'on a été chercher, qui est censé devenir un homme fort de l'attaque. Alors, je sais que c'est pas le mec qui va prendre le ballon et dribbler tout le monde sur 30 mètres, hein, pour aller mettre une lucarne. Parce que justement, notre quart, il n'est pas biaisé, parce qu'on a tous en tête ce que Thomas Henry faisait à OHL à l'époque. C'était déjà en 2021. Là, il a 31 ans, il a eu des graves blessures. Et derrière lui, messieurs, il avait quand même quelqu'un qui s'appelait Xavier Mercier. On sait que leur duo, Louis, fonctionnait très bien à l'époque. Vas-y. Mais moi, j'en reviens au problème. D'abord, sur le cas Thomas Henry, c'est un attaquant qui est en manque de confiance, ça se voit. Il est tout seul, parfois perdu sur son île, à devoir jouer en déviation, et puis on verra ce que ça donne. Et moi, j'en reviens au problème de qualité individuelle. Oui, c'est vrai que Thomas Henry a été très bon à une époque. Oui, c'est vrai que Casper Nielsen a été très bon à une époque. C'est vrai aussi que Marco a été très bon à une époque. Rafiki Saïd sera peut-être bon à une époque. Mais à un moment, pour le moment, ça manque de qualité individuelle. Mohamed El Ankouri est manifestement sans doute un bon joueur, mais pour le moment, on voit qu'il a du mal à trouver sa place. Rafiki Saïd est sans doute un bon joueur, mais il a du mal à enchaîner plusieurs matchs. Adnan Abid est sans doute un bon joueur, mais il a aussi du mal à trouver une certaine... Je te sens énervé, Frédéric. Je suis pas énervé, c'est simplement que je fais le constat qu'on a essayé aussi parfois de nous vendre ce Standard comme « et maintenant vous allez voir, hein, et maintenant ça va jouer devant ». Oui, mais tu trouves vraiment que si tu prends la photographie du 11 de base, c'est un mauvais 11 de base? Moi, je trouve que sur le papier, c'est loin d'être dégueulasse quand même. Mais c'est fort sur le papier, peut-être. Alors, c'est peut-être ça aussi. C'est sur le papier, mais voilà. Je pose la question. C'est qu'à un moment, sur le papier, c'est peut-être séduisant, mais manifestement, ils ont quand même du mal à trouver une cohésion collective, certes en ayant parfois des occasions, mais pas non plus en dominant leurs adversaires de trois têtes. Et donc, il y a là un souci. Ils ont été bons, en fait, contre Anderlecht, contre Bruges et contre Antwerp. Ils ont pris 3 points sur 9. Directement après, ça retombe et ils jouent à Saint-Tron, où ça a été le désert offensif. Ils jouent contre Zulte Waregem. Certes, ils ont des occasions contre Zulte Waregem, mais encore une fois, à 11 contre 10 pendant 70 minutes. Donc, c'est là où on se dit... l'arrêt du match, c'est Mathieu Polo qui le réalise. Je veux dire, lui, on est tous d'accord là-dessus. Frappe d'une violence inouïe d'Ehrenberg. D'ailleurs, il a une superbe frappe, ce mec, parce qu'il est quasi à l'arrêt, elle part très vite.
Et donc voilà, c'est malheureux. Mais est-ce que tu vois des perspectives d'avenir pour cette équipe? Si tu regardes ce qu'il y a dans le noyau, si tu regardes le staff, moi j'ai l'impression que Vincent Evrard est un bon coach, en tout cas d'un regard extérieur, je me dis que c'est un mec qui a du potentiel. Est-ce que tu vois ce Standard évoluer au moins en termes de niveau footballistique? Alors, s'il n'évolue pas au niveau footballistique, là, ça devient inquiétant. Pour le top 6, ça va être très compliqué, puisque je rappelle quand même que c'est quand même tu as écrit ça. C'était fini. Hein. Je rappelle quand même que c'est l'intention du club, hein, c'est l'ambition. Top 6, juste, généralement, c'est 45 points. Le Standard, du coup, devrait en prendre 27 ou 28, plus ou moins pour le faire. C'est le total de points qu'après sur le premier tour. Il faudra quand même un peu charbonner. Alors, si on veut terminer quand même sur une note positive, en se rappelant que parfois l'histoire resserre les plats, le Standard fait sa plus mauvaise phase aller depuis la saison 2015-2016, donc il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, on peut y voir un petit élément optimiste. Ils avaient gagné un trophée, c'est-à-dire la Coupe de Belgique. Donc je crois qu'en fait... C'était sur Yannick Ferreira, ça, à l'époque. C'était avec Yannick Ferreira. Ils avaient changé d'entraîneur très tôt, c'était Slavoljub Muslin. Il y avait eu un changement de propriétaire, puisque c'était Bruno Venanzi qui avait... Donc... pour les plus optimistes des supporters du Standard, j'ai envie de dire, replongez-vous un petit peu dans les cahiers d'histoire. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait peut-être passer. Mais les perspectives de progrès pour le Standard, oui, il y en aura. Remarquez que je te tends un bâton pour que tu sois positif, il n'y arrive pas. Il y en aura, et c'est à espérer. Se sert du bâton pour battre. Justement, par rapport à ça, parce que forcément, on évoque le mercato comme à chaque fois, à pareille époque de l'année, parce que ça va arriver très vite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mercato interne, par exemple, à faire? Je prends le cas de René Mitongo. Il a mis 4 buts à la Coupe du Monde U17. Bon, c'était contre les Fidji. Donc voilà, on repassera. Ils sont plus à l'aise au rugby qu'au foot. Mais est-ce qu'il y a des ressources quand même encore à l'intérieur du club au niveau des jeunes, certains qu'on pourrait tester? Parce que là, effectivement, c'est compliqué. Le souci, c'est que il faut faire un mercato, mais le Standard a aussi besoin d'argent. Parce que je rappelle à toutes fins utiles que certes, la situation financière est meilleure, mais ils doivent quand même encore trouver un petit peu quelques millions pour boucler le budget et être en ordre pour la licence, autour de 4 millions. Est-ce que René Mitongo a un avenir dans le maillot A? Oui, a priori, sauf si, comme ils l'ont fait avec un jeune défenseur l'été passé, Daryl Lunga, le club se dit, si on peut récupérer quelques millions avec un jeune joueur, ne pas trop toucher au noyau A et permettre d'avoir ce petit bol d'air financier qui est même nécessaire, ils vont faire ça. Donc, je ne sais pas quelles sont les perspectives pour les jeunes. Je ne sais pas non plus quelles sont les perspectives pour le mercato. Mais peut-être que cette équipe a besoin d'un renfort, ou au moins dans le milieu, pour avoir quelqu'un de créatif. Mais c'est terrible si vous formez des jeunes et que vous n'arrivez même pas à les mettre en équipe A avant de devoir les vendre. Ce que je peux comprendre financièrement. Mais ils en ont pris 13 millions quand même. C'est un phénomène. Voilà. Et c'est dommage aussi. Je trouve ça dommage aussi. Mais même si ça s'explique, peut-être. Mais c'est le propre d'un club qui a eu des difficultés financières, essaye d'améliorer sa trajectoire, doit toujours faire attention à chaque euro qu'il dépense et attend toujours qu'un investisseur arrive. Et on se demande où est cet investisseur, parce que ça fait un moment qu'on l'attend. Ce qu'on attend aussi finalement en Pro League, c'est que l'Union encaisse des buts. Encore une clean sheet pour l'Union, c'était contre le Cercle. Un seul tir cadré concédé, 0,68 expected goals. Attends, j'en ai d'autres. Pour le Cercle. C'est quoi finalement, Stéphane, le secret de cette défense unioniste qui, je dis bien en championnat, ne lâche rien, alors qu'en Ligue des Champions, c'est opération porte ouverte? C'est vrai. C'est peut-être un peu cliché, mais on sent que d'année en année, d'entraîneur en entraîneur, ça reste vraiment une caractéristique qu'ils ont inscrite dans l'ADN de l'équipe, dans les joueurs qui recrutent, quand même une certaine capacité à se sacrifier pour l'équipe, défendre ensemble, respecter. On attaque à 11 et on défend à 11. On remercie quand même David Dubert de nous avoir fait visiter ce lieu commun du football qui est juste à côté du match après match. Voilà. Mais il a du sens à l'Union où on aime aussi choisir des défenseurs parce qu'ils savent défendre. Ce qui, comme tu l'as dit, parfois en Ligue des Champions, où on est 2 crans plus haut, si pas 3 crans plus haut, ils montrent certaines limites ou de grosses limites avec des erreurs défensives
individuelles qu'on voit pas du tout en championnat ou très rarement en championnat. Mais pour le championnat belge, la qualité défensive, elle est là, elle est dans toutes les lignes, même si probablement que tu vas me dire qu'ils auraient peut-être Juste deux chiffres, parce que entre guillemets, juste deux encaisser chiffres avant. plus. C'est 8 buts encaissés en 15 journées, 8 clean sheets, il y en a 7 pour Skerpen, je pense. Oui. En Ligue des Champions, en 4 matchs, ils en ont pris 12. Eh ben, c'est ça, c'était une de mes questions, mais j'allais d'abord amener mes chiffres et puis après amener la Ligue des Champions. Mais je vais te poser la question, Steph, de pourquoi toi qui vois quand même le championnat de Belgique, ok, il y a quelques équipes, le cercle c'est quand même pas brillant offensivement, c'est le moins qu'on puisse dire, Ouais. mais comment ça se fait qu'il y ait une telle différence en Ligue des Champions? Comment cette union Moi, qui je pense est qu'il y a une imperméable- différence de, comme je disais, mais pas un cran, 2 crans contre le PSG, mais 3 crans contre des équipes comme l'Inter ou l'Atlético. Et finalement, il y a des erreurs individuelles qui ont été commises par manque de vitesse, parce qu'on est un peu dépassé, parce qu'on est acculé. En Belgique, ça passe. Alors, c'est pas pour le taper sur le championnat belge pour le plaisir, mais c'est un peu ce qu'on a sous-entendu avec Anderlecht. Cette année, particulièrement, Anderlecht est 3e, parce que quand même, le niveau est pas terrible. Et il manque cette différence de niveau, pour moi, où ils sont en train d'apprendre. On va voir si ce coup-ci, ils ont vraiment appris, ils vont faire aucune erreur individuelle. J'espère, sans viser l'homme, que Leisen pourra jouer, mais j'en suis pas sûr du tout demain, que ce sera pas Rossa qui sera aligné face à Leroy Sané. Sinon, ça va être compliqué. Il y a une différence de vitesse, je pense, entre les deux. Si on s'était dit quand même un jour qu'on verrait Ross Sané face à Leroy Sané, je pense que pas beaucoup de monde l'aurait cru. Mais c'est vrai que tu évoquais la vitesse. L'Union n'a pas un profil entre Non. guillemets à la Ordonez qui est capable de rattraper les coups. Et c'est peut-être ça aussi ce qui manque à cette équipe en Ligue des Champions. Oui. On a vraiment vu à plusieurs reprises des défenseurs se faire déposer ou provoquer des pénaltys par ce manque de vitesse. Ou bon, parfois il y a eu des fautes de main plus fortuites. Mais c'est la différence, elle est là. Maintenant, l'Union a toujours dit, on ne construit pas nous une équipe pour la Ligue des Champions. C'est pas notre but, c'est pas notre modèle non plus. On va pas aller commencer à dépenser. Il faut X penser au millions. COEF, nom de Dieu. Ben oui. Mais ils construisent Si une on va équipe compter sur Anderlecht. pour le championnat On est mal belge. barré, Et là, je pense que pour le championnat belge, ça tient plus que la route. Louis, par rapport à cette défense, quelle impression elle te laisse? Je pense que déjà qu'on le cercle, il loupe une occasion tout au début, Niakité qui doit la mettre. Mais je trouve que c'est le secteur de jeu le plus stable en fait depuis que l'Union est remontée en D1. Elle change pas souvent. Et puis dès qu'ils commencent un match, ils sont concentrés immédiatement. Je crois que dans la première demi-heure, ils n'ont pas encore encaissé un seul but. À domicile, ils en encaissent qu'un seul en championnat contre Charleroi. Donc Ouzou peut se dire qu'il fait partie De l'élite. de l'élite avec Woltemade, Lautaro Martinez, Gordon. Donc c'est stable. Je pense que quand ils tombent contre des attaques du niveau de la Ligue des Champions, c'est peut-être pas c'est des très bons défenseurs, mais peut-être pas l'élite, et que là ils atteignent vite leurs limites en fait. Romain. Pour revenir à mes chiffres, parce que j'ai préparé les chiffres, j'ai oublié mon carnet, mais j'ai mes chiffres en tête. L'Union, en fait, défensivement, surperforme. Donc il y a un... En fait, je vais commencer en disant l'Union a la meilleure défense, la meilleure équipe de Belgique. Comme ça, c'est clair et on ne va pas dire il va faire un discours anti-Union. C'est pas du tout le but. Mais j'ai plus vu l'Union surperformer comme ça statistiquement depuis Mazzou. Et ça, c'est un fait. C'est un fait que normalement, il devrait encaisser 5 buts de plus, prendre 3 points de moins. Et c'est énorme en fait quand il pense. Parce que même, je disais, Kiel Skerpen fait plein d'arrêts. Kiel Skerpen, quand statistiquement, il est plus que dans la moyenne. Non, parce que justement, j'ai un petit chiffre pour appuyer ce que tu dis. La moyenne des tirs laissés à l'adversaire en Pro League, elle est de 14,47. L'Union, ils en sont à 7,93. Oui, c'est là que je parle de culture vraiment défensive. Il y a très peu de tirs qui partent des pieds adverses parce que défensivement, il y a deux. J'ai regardé les stats. Anderlecht, on parle de 2% de différence. C'est minime en fait. Et donc il y a un facteur chance qu'il ne faut pas oublier dans ce que fait l'Union aussi, parce que Anderlecht n'est pas en surperformance comme ça. Et pourtant, en termes de distance des tirs, je crois que l'Union a 60 cm de moins qu'Anderlecht. Statistiquement, c'est peanuts. En termes de tirs par match, on est à 7,5 contre 8. Quasi rien comme différence. Mais tu vois, ça se répète de saison en saison. Ah oui, non, mais de nouveau, c'est vraiment je reviens à ma déclaration. L'Union a la meilleure défense de Belgique, a la meilleure équipe de Belgique. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment, statistique, elle veut dire qu'à un moment, peut-être que ça va tourner autrement aussi. Pour le même prix, en fait, c'est le but que tu dis au début de match contre le cercle. Il rentre.
l'Union a été catastrophique offensivement. Ici, il marque avec un peu de chance, etc. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Pour le même prix, il ne marque pas et tu perds 0-1. C'est le genre de petits détails qui peuvent faire la différence, faut faire attention. On évoque la défense. On se dit oui, par exemple, quelqu'un comme Promise David, il vit un début de saison compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants qui aimeraient vivre un début de saison compliqué en ayant déjà marqué 8 fois aussi. Donc, c'est ça, il y a ces qualités offensives qui font que... Je peux dire que Benoît Paire aurait crié un chat au féminin plusieurs fois en voyant le but d'ouverture de l'Union. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que Romain disait par rapport aussi à cette culture défensive, et j'ai un dernier anglicisme pour toi, c'est les PPDA. Donc c'est pas le célèbre présentateur des JT, c'est le nombre de passes qu'on laisse à l'adversaire. L'Union, c'est le plus petit total. Non, c'est Genk, je suis désolé de le dire. C'est Genk qui est le premier plus petit total, j'ai vérifié encore François ce matin. écrivait 8,44 ce matin. C'est Genk qui est le plus petit total, à quasi rien de nouveau, et Anderlecht est 3e à quasi rien de nouveau. En fait, ça veut dire aussi qu'il y a un pressing, et c'est aussi le jeu d'Anderlecht avec cette intensité qui est remis en place. Exactement, mais c'est le football Union, c'est le football moderne. Je crois que depuis qu'ils sont montés, ils sont top 3 tout le temps. En fait, qui était meilleur ? Le cercle de Mousseline. C'était le seul. Mouslich, pardon, je dis Mousseline, ça c'était ton coach standard. J'ai confondu, pardon. Mais voilà, c'est le style Union. Et cette pression, c'est la force de l'Union, c'est qu'il ne laisse pas les équipes respirer. Et ça, ce sera toujours le cas. Et quand tu prends un profil comme Patrice, Kalaili, tous ces mecs-là, c'est fait pour, en fait. Ouais, en tout cas, ça nous laissera un bon petit derby qu'un petit vénard côté Anderlechtois pourra vivre, Romain, avec un maillot du Sporting sur les épaules, puisqu'il y a un maillot du Sporting Anderlecht à gagner sur la page DH Anderlecht, voilà la page Facebook. À partir de 17h, il sera en ligne, donc on vous invite à... si vous avez écouté ce podcast, c'est déjà très bien, parce qu'il faudra écouter le podcast pour aller jouer. Donc voilà, allez-y, jouez, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans le décrassage. À bientôt, salut. DH Football Club. Le décrassage.